Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. À notre époque, Spartacus inspire les scénaristes de cinéma et de télévision plus que les rebelles et les révolutionnaires. Franck Ferrand a choisi aujourd'hui sur Europe 1 de revenir sur cet esclave révolté de la Rome antique. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. La révolte du gladiateur Spartacus en 73 avant Jésus-Christ a profondément secoué la société romaine de l'époque. Nous avons tous à l'esprit bien sûr le grand film de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas dont vous me disiez à l'instant Julia que vous l'aviez revu très récemment. Il n'y a pas si longtemps, oui. Là, ça tombe bien. La réalité, vous allez voir, est encore plus incroyable que la fiction. Et pour en parler, vous avez invité l'historien Éric Tessier. Éric Tessier, auteur chez Perrin d'un livre limpide sur Spartacus et sur les événements de 73-72 avant notre ère. Ça s'appelle Spartacus entre le mythe et l'histoire. Ça tombe bien, ça, pour nous. Nous allons, en compagnie d'Éric Tessier, préciser pas mal de notions, remettre à l'endroit aussi un certain nombre d'idées fausses. Alors, si vous êtes prête, Julia, puisque la reine nous attend, place au gladiateur. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans la Rome antique, on peut dire que le gladiateur est à la fois le premier et le dernier des esclaves. Le premier d'une certaine façon parce que on peut dire que certains gladiateurs acquièrent dans l'arène une célébrité, une gloire qui d'ailleurs, mais c'est très rare, peut déboucher sur leur affranchissement. Mais aussi le dernier des esclaves. Parce que cet homme-là ne jouit d'aucune autonomie, d'aucune perspective. Le gladiateur est littéralement dressé pour mourir. C'est une sorte d'animal humain que l'on prostitue pour le plaisir d'une population, vous savez, avide de violence et de sang. Est-ce que la population a fondamentalement changé dans ses aspirations? En tout cas, dans les manifestations qu'en donne la société, c'est plus tout à fait la même chose. Le grand enjeu à propos de Spartacus, c'est donc bien celui de l'esclavage. Et tout à l'heure, avec Éric Tessier, nous verrons ce qu'on peut dire sur ce système et sur ses évolutions. Nous sommes là en 73 avant Jésus-Christ, je vous l'ai dit, c'est-à-dire à la fin de la République romaine, à une époque où l'esclavage atteint des sommets. Il faut dire que les conquêtes romaines sont très nombreuses, ça rapporte ça beaucoup de prisonniers qui pour la plupart sont convertis en esclaves. Il y a donc des esclaves pour tout à l'époque, ça va de l'ouvrier agricole jusqu'au précepteur des jeunes patriciens. On peut dire que tous les esclaves occupent tous les rôles un peu pénibles ou en tout cas de travail tout simplement. Eh bien ce sont eux qui vont faire marche sur Rome. Alors voyons le cas de Spartacus lui-même. On ne sait pas grand-chose de ses origines. Il est originaire de Thrace, disons en gros de l'actuelle Bulgarie. Il se trouve que ce qui a été sans doute un jeune berger, s'est engagé dans la Légion. Il est devenu un légionnaire romain, particulièrement fort, particulièrement doué. Sauf que ce légionnaire sans doute n'a pas supporté la discipline d'airain qu'on impose à tous les soldats romain, il a déserté, et ça c'est extrêmement grave, c'est grave dans toutes les armées, mais particulièrement dans la Légion romaine. Il a finalement été repris, et là, évidemment, lorsqu'on est repris comme déserteur de la Légion, on risque non seulement la mort, mais des tortures absolument horribles. Eh bien, en fait, il est simplement converti, il est renvoyé comme esclave, comment dit-on, il tombe en esclavage, voilà le terme peut-être, et il va finir chez un laniste, nous dirions-nous en français, qui s'appelle Batiatus et qui est le patron de l'école de Capoue. Qu'est-ce que c'est qu'un laniste? Eh bien, c'est celui, vous savez, qui forme des gladiateurs pour les combats, pour les jeux de l'arène, bien entendu. Alors, je ne vais pas revenir tout de suite sur les différents types de gladiateurs. On connaît ça notamment à travers Astérix. Et puis, vous l'avez dit, Julia, le cinéma, la télé nous abreuve de gladiateurs en ce moment. On connaît les différents types, le Rétiaire, le Mirmillon, etc. Ce ne sont pas forcément ceux de la fin de la République. Nous verrons tout ça avec Éric Tessier tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que comme gladiateur, Spartacus est particulièrement doué. Il s'impose assez vite comme la gloire de Capoue. C'est une sorte de machine
machine à tuer qui soulève l'enthousiasme de ces foules avides de violence. Sauf qu'un jour, eh bien, c'est en tout cas l'image qu'on en a et la légende qu'on a développée. Un jour, il va tomber amoureux d'une belle prostituée. Faut savoir qu'on emmène parfois les gladiateurs au lupanar, quand même, il leur faut des plaisirs. Et cette jeune femme est originaire comme lui de Thrace, semble-t-il. Et d'un seul coup, c'est comme si un avenir s'ouvrait pour cet homme qui, a priori, n'en avait d'autre que de mourir. Morituri te salutant, ceux qui vont mourir te saluent, disait-on plus tard à l'époque impériale aux représentants de l'empereur. C'est ce que disaient les gladiateurs. Alors, évidemment, à partir de ce moment-là, on va voir chez Spartacus une attitude assez différente. Et Batiatus, notamment son lanista, se méfie de lui très vite. Par une nuit devenue célèbre, le gladiateur Spartacus, avec un certain nombre de ses compagnons, va s'évader. Il s'évade sans armes ni vivres. Oh, les armes, ils vont en trouver assez vite, assez facilement. Le premier convoi militaire qui va passer par là le leur fournira. C'est la milice de Capoue qui les poursuit, mais il faut savoir que ces hommes-là sont surentraînés et qu'ils n'ont aucune peine, évidemment, à écraser les militaires qu'on a lancés à leur trousse. Sans vivre, c'est un problème qui va bientôt se révéler plus compliqué. Très vite, sous les ordres du propréteur Glabère, la République romaine envoie 3000 hommes, je dis bien 3000 hommes, pour mater ce qui est simplement une petite rébellion de gladiateurs. Il y a 70 hommes en face, 3000 contre 70. On se dit que Spartacus ne va pas survivre longtemps, sauf qu'il a une idée géniale qui est de se retirer sur une hauteur, et pas n'importe laquelle, sur le célèbre volcan, sur le Vésuve. C'est un siège qu'il va falloir mener donc à partir de là contre ces 70 hommes qui se sont retirés, qui vont souffrir de la faim mais surtout de la soif. Et l'on voit Spartacus et ses hommes espérer la pluie, attendre de pouvoir s'abreuver. Ils vont vraiment souffrir de la soif. Ils sont piégés en vérité sur le Vésuve. Le seul endroit par lequel ils pourraient s'en sortir, c'est une pente extrêmement abrupte qui supposerait de grandes échelles. Comment affronter cet pic? Eh bien, là encore, il faut faire la part sans doute de l'histoire et de la légende. On verra tout ça tout à l'heure. Mais la légende veut que Spartacus ait fait arracher tous les pieds de vigne qui se trouvaient sur le haut des promontoires du Vésuve par ses hommes, et qu'avec ses sarments, il ait construit des échelles qui vont leur permettre de descendre. Ils vont descendre vers Naples et très vite, les ralliements se généralisent. C'est une véritable rébellion et bientôt c'est une véritable révolte d'esclaves à la tête de laquelle Spartacus se retrouve avec son compagnon Chrysos. On peut dire qu'ils sont maintenant devenus de véritables chefs d'armée. Rome, bien entendu, ne va pas rester inactive face à ce qui s'annonce comme une des plus grandes révoltes d'esclaves de l'histoire de la République. Il y en a eu d'autres de ces révoltes d'esclaves, ça aussi on en parlera tout à l'heure. Évidemment, vous imaginez bien que dans un système qui fonctionne sur l'esclavage, on ne peut pas se permettre de badiner avec ces choses-là. En même temps, Rome est méfiante. Elle a le souvenir de Sylla qui, profitant de sa force, a instauré une dictature. On va donc envoyer une armée contre les esclaves révoltés, mais à la tête de cette armée, on ne place qu'un chef relativement médiocre, Varinius. Varinius qui ne va pas faire le poids face au génie stratégique, ce qui va se révéler être le génie stratégique de Spartacus. L'affrontement a lieu entre Pompéi et Herculanum. Or, contrairement à toute attente, ce sont les gladiateurs qui ont attaqué les contingents romains qui avaient été trop dispersés par Varinius, et ce sont les gladiateurs et les esclaves qui les entourent, qui les secondent, qui maintenant se fondent avec eux. Ce sont les esclaves qui gagnent, qui remportent cette bataille. Dans le camp de Spartacus, c'est une victoire un peu amère, parce que Spartacus qui s'était révolté, qui s'était enfui pour se libérer, pour vivre de nouveau une vie de liberté, le voilà qui se sent un peu prisonnier de ses propres troupes. Lui rêvait de liberté et maintenant, et d'amour évidemment avec sa belle maîtresse qu'il est allé libérer, etc. Je vais passer sur quelques épisodes. Et le voilà maintenant à la tête de plusieurs milliers d'esclaves, et bientôt 40 et bientôt 50 000, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Alors
Quelle attitude adopter? Faut-il fuir et les laisser, les abandonner? Faut-il se battre? Vraiment, Spartacus est déchiré. Une scission intervient assez vite avec Crixos. Crixos et 20 000 hommes vont rester sur place pour se battre contre les Romains. Quant à Spartacus, il fuit, mais il fuit à la tête tout de même de quelques 30 000 hommes. Un extrait sur Europe 1 de la bande originale de la série télévisée Spartacus, Blood and Sand. Qui est assez éloigné de l'histoire. De l'histoire, je crois, oui. Moi, je suis dans la légende, mais eux, ils sont carrément dans l'imaginaire. Alors, à Rome, vous imaginez bien que la défaite de Varinius sème la consternation. Le Sénat est au sans-coup. Dès qu'on apprend que Spartacus remonte vers Rome, ça devient même carrément la panique. Alors, une nouvelle armée est mobilisée, que conduiront cette fois 2 consuls en personne, avec le propriétaire Arrius. La stratégie des Romains, c'est d'attaquer d'abord les troupes de Crixos, qui lui, c'est vrai, manque un peu de stratégie, et qui va copier celle de Spartacus au Vésuve. Vous savez, il va essayer de se réfugier sur le mont Garganus. Ça, c'est une très mauvaise idée, dont profitent évidemment les Romains qui écrasent donc toute cette première partie de la rébellion. Spartacus, de son côté, continue sa remontée dans le Samnium, c'est-à-dire on est là, si vous voulez, au sud-est de Rome. C'est le début de l'hiver, les vivres manquent de nouveau. C'est tout le problème de déplacer ces grandes masses humaines, c'est qu'il faut pouvoir les nourrir, évidemment, et leur donner à boire. N'importe qui serait épouvanté par ce qui est en train de se dessiner, pas Spartacus. Lui vient d'apprendre que les Romains, dans le but de l'encercler, ont scindé leurs forces en 2. Et là, il dit, ils sont perdus. Il va attaquer une armée, puis l'autre. C'est le principe des Horaces, vous savez, et il va les battre. Et c'est alors que prend place l'épisode peut-être le plus symptomatique de cette épopée de Spartacus et des esclaves révoltés. Ça se passe dans une vallée des Abruzzes. On construit pour les funérailles de tous les esclaves morts au combat, on construit un grand cirque de bois sur le modèle du cirque de Capoue. Et là, on va voir les prisonniers romains, ceux qui ont été épargnés, on les voit, qui sont de bons citoyens romains, qui sont tous sauf des esclaves et qui d'habitude s'amusent tant au jeu du cirque. Eh bien, c'est à eux, cette fois, d'aller s'exhiber et d'aller se battre à mort dans l'arène, 2 par 2 jusqu'au dernier. C'est un épisode extrêmement troublant et sur lequel, bien sûr, nous reviendrons en détail tout à l'heure avec Éric Texier. Alors, ayant célébré ces jeux funèbres, étranges et sanglants, Spartacus reprend la route vers le nord. Son but, c'est d'aller vers la Gaule et vers la Germanie, bref, vers la liberté. Sauf que les Romains sont là, bien entendu, qu'ils l'attendent à Modène. Il va battre encore une armée romaine de 10 000 hommes menée au combat par le proconsul Longinus. Spartacus et ses troupes sont donc de nouveau victorieux, mais plus ils montent vers les Alpes, et plus ils ont froid, et plus ils ont faim. Et c'est toujours le même dilemme qui se pose à Spartacus. Toujours faut-il abandonner ces 120 000 personnes maintenant, vous imaginez, parce qu'il en vient chaque jour, et qui ralentissent sa marche, bien entendu, qui mettent son projet en danger. On peut dire que c'est peut-être la vraie grandeur de Spartacus, c'est qu'il se dit qu'il n'a pas le droit d'abandonner tous ces gens. Il est devenu leur guide et leur espoir, il se doit à eux, et ce, quelles que soient les conséquences. À Rome, le Sénat est maintenant terrorisé. Non seulement cette espèce d'invincible Spartacus fait de nouveau route vers le sud, ce qui veut dire qu'il se rapproche dangereusement de la cité éternelle, mais il n'a encore fait qu'une bouchée du préteur Manlius qu'on avait envoyé pour essayer de l'arrêter. On a l'impression que plus rien ne peut arrêter cette masse humaine dès lors qu'elle est commandée, et même mieux que commandée, dès lors qu'elle est galvanisée par Spartacus. Parmi les sénateurs, il y en a un qui se dit que son heure est venue, c'est Crassus, c'est l'homme le plus riche de la péninsule, l'ancien allié de César contre Pompée. Or justement, il faut savoir, c'est important, que les 2 grands généraux du temps, César et Pompée, sont loin de Rome à ce moment-là. Crassus profite de la situation pour réclamer et pour obtenir ce qu'on appelle l'imperium, c'est-à-dire les pouvoirs extraordinaires. Lui-même conduira 10 légions, dont 4 légions de métier, une légion c'est 6 000 hommes. Il va les conduire
dire, il entend assumer cette sorte de charisme, d'ascendant naturel qui lui appartiennent. Après une première défaite, il va prendre des mesures extrêmement dures. C'est la décimation, ça aussi on en parlera tout à l'heure. Il y a là de quoi terroriser une armée, je vous assure. Et dans la foulée, Spartacus, qui pour la première fois vient de diviser une armée qui est devenue trop lourde. Jusqu'ici, tout le monde s'est battu, tous ses esclaves se sont battus ensemble. Là, il les a scindés. Eh bien, il n'aurait peut-être pas dû, car il essuie à ce moment-là sa première défaite. Il va organiser un camp retranché dans le sud de l'Italie, à Thurium. C'est dans l'Apulie, on est dans la semelle de la botte, si vous voulez, pour vous repérer. Et là, Spartacus va faire mouvement encore plus au sud vers le Brutium, vers le Rhegium, ce qu'on appelle nous la Calabre, si vous voulez. L'idée de ce stratège improvisé mais néanmoins génial, c'est de passer le plus tôt possible en Sicile avec tout son peuple d'esclaves révoltés. Pour ça, il a négocié avec les chefs des pirates qui devraient arriver à lui faire passer par bateau le détroit de Messine. Ce n'est plus qu'une question de jours, peut-être une question d'heures. Alors on attend cet embarquement massif et qui ne pourra se faire en une seule fois. On attend cette traversée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire de Sicile, Verres, a acheté les pirates. Spartacus, en vérité, est pris au piège. Quand je dis qu'il est pris au piège, c'est au sens propre. La nasse se referme sur lui. Elle se referme sous la forme d'un fossé gigantesque de 55 km de long. Un fossé comme ça va en construire les Romains selon des normes qui sont toujours extrêmement fixes. 4,50 mètres de large en l'occurrence. Fossé établi par Crassus pour enfermer, si l'on peut dire, les révoltés dans le bout de la botte. Alors il y a là une entrevue entre Crassus et Spartacus, on en reparlera. Il faut dire que même avec beaucoup d'énergie, même avec beaucoup de ruse, il est très difficile de se sortir de ce piège. Mais Spartacus va y parvenir néanmoins. Il prendra ses quartiers dans le Brutium et on peut penser à ce moment-là que Crassus allait être débordé en quelque sorte, qu'il allait hésiter à attaquer de nouveau. Il est sans nouvelles de ce qui se passe à Rome. Et puis voilà que d'un seul coup, on lui apprend le retour dans la cité, on lui apprend le retour à Rome de Pompée. Ça, c'est très grave sur un plan politique parce que Crassus entend bien profiter, bien entendu, de tout l'avantage que lui a apporté l'ensemble des victoires qu'il vient de remporter sur Spartacus. Pour Crassus, pas question de laisser la vedette à Pompée, si je puis dire. Pompée qui revient victorieux avec toute son armée d'Espagne, bien entendu. Dans un véritable sursaut à l'image de tous ceux que Spartacus a su inspirer à ses hommes jusqu'alors, Crassus va déchaîner ses légions contre l'armée des esclaves et l'on peut dire que ça lui réussit. Dans les premières minutes du combat, une flèche va l'atteindre à la cuisse, ce qui diminue ses forces et ce qui, en vérité même, va le tuer. Vous savez, nous sommes habitués, à travers notamment le célèbre film, à imaginer un Spartacus qui s'en sort et qui va finalement être supplicié, mais la vérité est tout autre. Je cite à ce propos l'ouvrage d'Éric Tessier. Appien, qui est si méprisant, nous dit Éric Tessier, pour les esclaves révoltés, le reconnaît lui-même. Spartacus fut enfin blessé à la cuisse d'un coup de flèche. Il tomba sur son genou et se couvrant de son bouclier, il lutta contre ceux qui le chargèrent jusqu'à ce que lui et un grand nombre d'hommes autour de lui, encerclés, succombassent. Florus, ajoute Éric Tessier, tout aussi hostile qu'Appien aux esclaves, témoigne également de leur courage. Ils se jetèrent sur les Romains et moururent en braves. Comme il convenait aux soldats d'un gladiateur, ils ne demandèrent pas de quartier. Spartacus lui-même combattit vaillamment et mourut au premier rang comme un vrai général. Plutarque rend un hommage particulier à la bravoure des esclaves et de leurs chefs. Pour l'historien grec, Spartacus meurt en combattant. Sa fin est digne d'une tragédie. Je cite, « À la fin, ceux qui l'entouraient ayant pris la fuite, il resta seul. Enveloppé par de nombreux ennemis, il continua à se défendre jusqu'à ce qu'il fût percé de flèches. » Donc là, on peut dire que le chef va disparaître littéralement dans la mêlée. Les troupes
les troupes officielles, les troupes de Crassus vont faire 6000 prisonniers. Et vous savez, parce que ça, pour le coup, c'est célèbre, que ces 6000 prisonniers, on va les crucifier. Alors, est-ce qu'on a été jusqu'à ériger 6000 grandes croix sur la voie appienne, comme on peut le voir dans les films ou dans les tableaux, entre Capoue et Rome, vous imaginez? Ça, c'est moins probable. Il est possible qu'on ait simplement crucifié ces 6000 hommes aux arbres le long de la route. Toujours est-il que ça a dû être un spectacle absolument terrifiant, et c'était bien le but. On a laissé ces corps-là longtemps cloués sur les croix pour bien montrer à tout le monde, aux esclaves, mais aussi aux autres, ce qu'il pouvait bien en coûter à Rome de vouloir essayer d'être libre. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Éric Tessier, qui dirige le département d'histoire de l'université de Nîmes, qui travaille depuis plusieurs années sur la gladiature et qui vient de publier Spartacus entre le mythe et l'histoire chez Perrin. Un ouvrage tout rouge qui est très facile à repérer dans les rayons. Ce Spartacus, c'est le Spartacus de l'histoire, Éric Tessier, et non celui de la légende. Alors moi, je viens là à grands traits de brosser évidemment l'image assez connue de Spartacus, cette légende, je ne sais pas si on peut dire légende dorée ou légende de sang du personnage. Ce que vous faites, vous, c'est de confronter tout ce que l'on peut croire savoir aux sources, aux textes. Et ce que vous découvrez, c'est que le vrai Spartacus est un tout petit peu moins affriolant, forcément. En tout cas, il est différent. Celui-là, il est réel, il est historique. Et c'est vrai que les sources antiques nous permettent de voir beaucoup de choses qui diffèrent du mythe, beaucoup de choses qui remettent Spartacus dans la réalité de l'Antiquité. Alors, ce qui est sûr déjà, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de ses origines, en revanche. On sait qu'il est thrace, ça c'est une certitude. Oui. On peut hésiter. Donc thrace, disons en gros bulgare. Bulgarie, Bulgarie. C'est-à-dire qu'il est aux limites du monde grec. Plutarque dit qu'il est plus grec que barbare, ce qui est un grand compliment du point de vue d'un grec. Est-ce qu'il a été berger? Est-ce qu'il a été aristocrate? On ne sait pas, mais c'est quand même quelqu'un qui combat à cheval. C'est plutôt un indice d'un niveau social assez élevé. Il est en train de le faire remonter, vous, dans l'échelle sociale, en fait. Ça dépend des sources. Certaines sources lui font un passé plus ou moins brillant. Ce dont on peut être pratiquement sûr, c'est qu'il était auxiliaire de l'armée romaine, il connaît les techniques de l'armée romaine et il va les employer donc avec ses esclaves révoltés, ce qui va être sa grande force. Après, est-ce qu'il a été brigand, est-ce qu'il a été déserteur? Bon, on sait pas. Il y a aussi là, ça diverge. Là aussi, ce dont on est sûr, c'est qu'il est acheté par un laniste, comme vous l'avez expliqué, et qu'il devient gladiateur, mais c'est pas un gladiateur volontaire. On est dans une autre époque de la gladiature, pas celle du 1er, 2e siècle, où il y a beaucoup donc de volontaires. C'est le moment, puisque vous m'y amenez, ça tombe très bien. Précisons un petit peu ce qu'il en est de ces gladiateurs qui nous sont devenus très familiers aujourd'hui, mais peut-être pas de la bonne façon, puisque on a, nous, une vision des gladiateurs qui sont ceux de la fin de l'Empire, pour parler clairement. Ou plutôt de l'apogée de l'Empire. Ou de l'apogée de l'Empire, oui. Parce qu'après, en fait, la gladiature, c'est un phénomène passionnant qui dure pendant 800 ans, même plus. Donc c'est normal qu'il y ait eu beaucoup d'étapes différentes, évidemment. Forcément, on passe d'une gladiature rituelle, funéraire, qui est pratiquée parfois par des aristocrates. Ça ce sont des jeux paramilitaires qui pourraient presque faire penser à un certain nombre de rites grecs, pour le coup. L'origine est grecque, en tout cas, c'est dans Homère, c'est dans l'Iliade. Il est question d'un combat funéraire à l'occasion des funérailles de Patrocle, et Achille organise qu'on peut appeler déjà un combat gladiateur, mais avec des volontaires. Après, ça devient une gladiature plutôt, on va dire, entre guillemets, patriotique. Après une victoire, les différents peuples font combattre des vaincus pour leur plaisir. C'est pas les Romains qui l'inventent, les Étrusques font ça avant eux. Mm-hmm. Et comme souvent, les Romains reprennent ce qui a été inventé par d'autres, mais alors ils poussent beaucoup plus loin. Une ampleur extraordinaire. Et donc à l'époque de gladiature de Spartacus, c'est cette gladiature-là. Moi, c'est ce que j'appelle une gladiature ethnique. C'est-à-dire qu'il y a 3 types de gladiateurs. Alors voilà, c'est ça, c'est ce que vous expliquez. On est loin de nos myrmillons habituels. Oui, voilà. Il n'existe pas le myrmillon, le rétien, le sécoutor, tout ça n'est pas encore inventé. La gladiature ethnique, c'est-à-dire qu'on prend les armes des Thraces qu'on a vaincus, ou des Gaulois, ou des Samnites, et on les fait combattre. C'est pas forcément des Thraces et des Samnites qui combattent avec les équipements en question, mais on veut faire une représentation du combat qui a eu lieu précédemment, et pour dire voilà, le barbare qu'on a vaincu, qu'on a soumis, va combattre sous les yeux de la cité est autour. C'est un peu l'image du monde inversé. Normalement, c'est Rome qui est au milieu de la barbarie l'entoure, et là on inverse l'image. Mise en abîme, en voilà, le barbare
barbare et au milieu de la cité combat pour son plaisir, tout nu souvent, et enfin tout nu en tout cas très peu vêtu, très peu équipé, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'image de combattants de l'époque qui ont des boucliers en métal, qui ont des armures, ils ont un bouclier, ils ont un casque, ils ont parfois une jambière, mais c'est à peu près tout. Ils ont quand même des pectoraux pour ce qui est des traces, non ? Ben certainement, les protections pectorales pour le samnite, oui, il y a une protection de la poitrine, mais c'est assez limité, quoi. Et donc l'idée, c'est justement qu'on veut des combats dynamiques, des combats qui soient violents et qui sont de plus en plus techniques. Ça commence à apparaître à l'époque de Spartacus. La preuve, c'est qu'il y a une école de gladiateurs, donc on les apprend donc à bien mourir, mais surtout à bien combattre, avec des techniques qu'ils maîtrisent déjà, puisque ce sont presque toujours d'anciens guerriers. L'idée, c'est que Rome est dans une phase d'expansion tous azimuts à cette époque-là. C'est la grande chance de Spartacus, puisqu'il y a deux grandes armées romaines avec les meilleurs généraux qui sont l'une dans la Turquie actuelle et l'autre dans l'Espagne actuelle, donc ça tombe bien. Il y a plus grand monde sous la main donc en Italie. César et Pompée en l'occurrence. Lucullus et Pompée, César viendra juste après, quoi. Lui, justement, on ne sait pas trop où il est, César. Ouais. À ce moment-là, il n'apparaît pas. Il pourrait y être. Il aurait pu faire partie de ces officiers que vous avez cités. Sans doute prudemment, il s'est dit bon, c'est peut-être restons pas. Restons à l'écart de tout ça. C'est quelque chose qui est finalement qui pourrait pas, franchement, m'apporter beaucoup de gloire. Donc, on a ces gladiateurs qui sont des esclaves anciens guerriers. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un ancien guerrier ? Vous n'allez pas confier vos enfants à garder un ancien guerrier barbare. On les fait se battre pour le spectacle. On les fait se battre, ou sinon on les met dans des mines, dans des carrières de pierre. C'est une image qu'on voit dans Kubrick, quoi, dans le Spartacus. Mais sinon, on les fait combattre dans des combats de plus en plus importants. César, justement, peu de temps après, va offrir un magnifique combat avec 320 paires de gladiateurs. On est dans une massification de la gladiature. Et donc, c'est justement que ce qui devait arriver arrive. C'est-à-dire que cette masse d'hommes qui n'ont plus rien à perdre et finissent par se révolter, et c'est des spécialistes du combat qui se révoltent, et c'est ça qui va donner le problème. Alors la belle romance, l'idée de se sauver pour les beaux yeux d'une... Oui, alors ça il faut y revenir. Alors Plutarque nous dit effectivement qu'il a une épouse, qui est déjà son épouse à l'époque donc de sa capture en Thrace. Il nous dit aussi, c'est un point important, que c'est une prêtresse de Dionysos. Il y a un côté prophétesse, un côté magicienne, de Vinerès, donc derrière cette femme de Spartacus. Donc ça c'est important, donc ça doit donner peut-être une plus-value, je dirais, donc à Spartacus en tant que chef potentiel. Ça lui donne du cœur à l'ouvrage. Ça lui donne du cœur à l'ouvrage. Apparemment, l'Antius Batiatus, le laniste, achète un lot, donc il prend la femme de Spartacus avec les autres, et une fois qu'il s'évade, on dit qu'elle s'évade avec lui, mais après on n'entend plus parler dans les sources. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Peut-être qu'elle s'en est sortie, j'en sais rien, mais bon, c'est pas pour elle qu'il s'est évadé. C'est tout le problème de l'histoire, c'est que les sources sont souvent très lacunaires comme ça. On est obligé de combler les vides. Surtout quand on parle des femmes d'ailleurs de l'Antiquité. Mais combler les vides, c'est tout le problème justement de l'historien. C'est ce que, évidemment, il faut pas faire sinon on tombe dans le roman. Des fois c'est tentant. Mais par contre, l'historien peut et doit, je pense, apporter des hypothèses, remettre dans le contexte, de dire qu'est-ce que c'est qu'un gladiateur par exemple à cette époque-là, dire quel est le rôle de la femme dans ces questions-là. Donc, en tout cas, la romance, je pense, j'y crois pas trop, quoi. Et en l'occurrence, expliquer qui sont les révoltés qui accompagnent Spartacus, et c'est la question que nous pose Florian sur Facebook. Combien sont-ils ? Alors là, le chiffre est très très stable, c'est-à-dire qu'on a pas mal de sources plus ou moins importantes, mais qui nous donnent chaque fois le chiffre, comme si le chiffre avait marqué les auteurs antiques, et à 3-4 près, c'est toujours le même chiffre qui revient, 70. 70, 74. Donc au début, c'est très peu de choses. C'est très peu. D'ailleurs, c'est même pas tous les gladiateurs du Ludus. Il paraît qu'il y en avait 200 et il y en a que 70 ou 74 sur les sources certains sont restés. Apparemment, le projet a été éventé donc à temps. Ils s'en vont, ils n'ont pas d'armes parce qu'ils sont pas fous les Romains non plus. Ils vont pas leur laisser des armes tranchantes à porter. Et c'est la grande chance de Spartacus. Ça, les sources aussi, Plutarque est très net là-dessus. Ils sortent de Capoue et c'est encore de nuit. Ils tombent sur un chariot et ce chariot transporte des armes de gladiateurs. C'est pas possible, c'est du scénario. Ben non, parce que justement c'est logique. Moi je pense, et l'hypothèse en tout cas que j'apporte, c'est de dire que Spartacus ne veut pas mourir en gladiateur. C'est pas la question de mourir au combat qui le gêne. Bon, il est un peu programmé pour. On n'est pas fait pour mourir dans son lit quand on fait son métier, même avant d'être gladiateur. Mais mourir presque nu devant une foule qui crie, être un homme public comme il y a des femmes publiques, c'est-à-dire se donner en spectacle. C'est une forme de prostitution, bien sûr. C'est une prostitution. Ce sont des prostituées, les gladiateurs de cette époque-là. D'ailleurs,
vous avez parlé des lupanards, donc la bien sûr, tout ça Lupin est lié, ou bien sûr. la Loudia, celle qui fréquente les Lulus, c'est une prostituée, donc on est vraiment là-dedans. Donc ça, il en veut pas. Il échappe, il s'en va. Il va tenter sa chance différemment. Il sait ce qu'il encourt, c'est-à-dire la crucifixion. Il vaut mieux mourir dans l'arène. Hein. On est égorgé. Ah oui, c'est moins proprement, douloureux, c'est sans beaucoup doute. moins Oui. douloureux. Mais ça, il n'en veut pas. Et la chance, c'est qu'il tombe sur ces armes qui étaient justement prévues pour un combat qui certainement devait avoir lieu le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est parce qu'il y a la perspective de ce combat, de cette mort humiliante, que cette évasion, cette grande évasion est déclenchée. À partir de là, il y a deux phénomènes. D'une part, le ralliement beaucoup trop grand d'ailleurs, Oui. de tous les révoltés possibles à ces premiers hommes de Spartacus. Et puis d'autre part, la révélation chez cet homme-là d'un véritable génie stratégique. C'est bien un chef militaire auquel nous avons affaire. Nous y venons en votre compagnie, Éric Tessier, dans un instant. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un extrait sur Europe 1 de la bande originale de la série Rome, composée par Jeff Beal, une musique qui séduit votre invité, l'historien Oui, une musique Éric et j'imagine Tessier-Franck. une série, puisque J'adore Rome, cette série. oui, Rome est l'alliance de ce que le monde anglo-saxon produit de plus extraordinaire, c'est-à-dire des ethnologues et des scénaristes. C'est formidable, c'est vrai que c'est une belle série. On peut dire, Éric Tessier, que très vite, ce qui était l'évasion de la petite révolte de quelques dizaines de gladiateurs va devenir un phénomène de société, c'est-à-dire la rébellion de tout un peuple d'esclaves. Tout à fait, même au-delà, puisque bon, finalement, c'est là où on voit que l'histoire souvent ne tient pas grand-chose. Il n'y aurait pas eu ce fameux chariot d'armes, de boucliers, de casques, de glaives très aiguisés. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient partis chacun de leur côté. En plus, c'est tout sauf homogène. Les 70 gladiateurs, il y a là des Gaulois et on va dire assimilés, des Ibères, des Celtibères, et des Thraces et assimilés, c'est-à-dire des Grecs, des Orientaux. Donc, ils n'avaient rien pour rester ensemble. Là, ils trouvent des armes. Ils ont donc la capacité de constituer une bande de brigands. Ça aurait pu rester ça aussi. Et donc, ils vont rester soudés. En plus, il y a le Vésuve qui est pas loin. On est à Capo, oui. on le voit. Le Vésuve, il suffit d'une nuit de marche un peu rapide, on y arrive. Et là, Quand on se promène dans cette région de Naples, on retrouve tous les lieux de, ah oui, de la ça. fameuse... Et puis, donc, il faut imaginer, donc ce que j'essaie de faire justement, de la région vue du Vésuve, qui n'a pas encore explosé à l'époque. On est plus d'un siècle avant la fameuse explosion. 79. Donc en 79 après. Et donc là, il va se passer un phénomène, je pense que Spartacus n'avait pas vu venir et qui doit franchement peut-être pas l'enchanter sur le coup. C'est tous ces esclaves qui sont autour. Il y a des dizaines de milliers d'esclaves tout autour du Vésuve. Donc ils voient le Vésuve. C'est ces esclaves d'une économie esclavagiste, comme l'a définira Marx. C'est pour ça que Marx adore Spartacus. C'est son premier révolutionnaire. Et qu'un certain nombre de marxistes s'inspireront directement de Spartacus. Spartakistes, bien sûr, et les Spartakiades plus tard en URSS. Et donc c'est ces esclaves qui sont finalement le fruit d'une économie impérialiste, capitaliste, pour reprendre ce schéma-là, où on se dit finalement, plutôt que de semer du blé, on va faire de la vigne, on va faire de l'olivier pour pouvoir vendre ces produits dans le monde, dans l'empire romain qui est en train de se constituer. Et pour ça, on le fait à très bas coût de production par des esclaves que les guerres, que l'impérialisme ramène. Donc ça fonctionne bien. À part que ces gens-là, il n'y a pas beaucoup d'avenir à être esclave. Il y a l'opportunité de se révolter, de rejoindre ce gladiateur qui est déjà souvent finalement mythique peut-être pour eux. Et donc on voit arriver tout ce peuple d'esclaves et aussi des libres, des gens qui sont déclassés, des gens qui sont pauvres. Des fois, il vaut mieux être esclave dans une maison riche en ville plutôt que pauvre à la campagne sans protecteur, mais libre. Donc, c'est tout ce monde-là qui va rejoindre Spartacus et faire d'une bande de brigands une armée. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que le personnage s'est laissé piéger dans cette affaire? Est-ce que c'était pas du tout son but au départ de devenir le leader d'une révolution? Contrairement donc un peu à la légende, c'est pas Che Guevara en tunique. C'est ça, hein. Il a pas un but. Lui, finalement, il a rien contre
contre l'esclavagisme. Probablement, si c'est un aristocrate, il devait avoir des esclaves en son temps. Il a rien contre la gladiature, on en reparlera. Il va faire combattre des prisonniers comme gladiateurs. Il a même rien contre la crucifixion, il fait crucifier des prisonniers romains. Donc on peut pas dire que ce soit franchement un révolutionnaire, ça serait plutôt un conservateur. Mais voilà, il est pris à ce propre jeu, il peut pas vraiment refuser ces gens-là. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils viennent des mêmes endroits que les gladiateurs révoltés. Il y a là des Gaulois, il y a là des Thraces. Ils parlent à ces gladiateurs dans leur propre dialecte. Comment vous voulez faire ? On va pas les rejeter, donc on les garde, on leur donne les armes qu'on a prises sur des miliciens romains, des miliciens de Capoue ou autres qui ont été vaincus à ce moment-là. Et d'une bande de brigands gladiateurs, on va constituer une petite armée d'esclaves révoltés qui va faire boule de neige. Ça va devenir très dangereux. Une armée particulièrement vindicative, efficace et bien dirigée. Il y a un vrai génie stratégique chez Spartacus. Génie en tout cas, un vrai talent stratégique. Il y a un talent d'organisateur, c'est sûr. C'est quelque chose qui apparaît dans les sources, c'est quelque chose qui a été négligé, je pense. Quel âge a-t-il ? Est-ce qu'on peut savoir de toute façon, il peut difficilement avoir moins de 22-25 ans, puisqu'il a apparemment un passé derrière. Il peut difficilement avoir plus de 30 ans, parce qu'au-delà, c'est difficile de faire gladiateur. Oui. Donc voilà, on peut le situer là. C'est un homme qu'on considérait encore jeune. Pour l'époque, c'est un homme déjà mûr, s'il a plus de 25 ans. Et donc, il a cette expérience de l'armée, il sait qu'il faut forger des armes, il sait qu'il faut surtout éduquer cette masse d'esclaves, les ordonner. Il est allé peut-être pas dans la Légion romaine, mais en tout cas chez les auxiliaires de l'armée romaine, il sait comment les légionnaires combattent, et il va absorber finalement tout ce qui fait la force de Rome. Souvent, Rome a fait le contraire, absorber ce qui faisait la force de ses adversaires. Là, le Thrace va prendre la force de Rome pour la retourner contre elle. Et c'est ça vraiment son vrai génie. C'est plus un tacticien aussi, puisqu'il il voit les faiblesses de l'ennemi, il en tire parti. Et avec ce grand mérite, c'était d'essayer de mettre ensemble des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les Gaulois, les Thraces. Je pense que pour se comprendre, ils doivent parler latin. Et c'est le seul moyen. Ils baragouinent une sorte de latin pour pouvoir se comprendre. Ça n'aurait sans doute pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. À chaque fois qu'il y a un succès, les Gaulois sont enivrés par leur succès, font bande à part et se font complètement vaincre, écraser par les Romains. Chers Gaulois. Alors la réponse en face du Sénat de la République romaine est une réponse progressive et pas très adaptée, en tout cas dans les premiers temps. Il y a toujours un temps de retard, c'est-à-dire que les Romains ont du mal à se dire c'est une révolte d'esclaves, donc c'est dangereux. Non, les esclaves, ça sait pas se battre, c'est l'armée romaine est invincible. Il y a un mépris du citoyen romain pour l'esclave. Total, même des premiers officiers qui prennent pas les mesures réglementaires de base et qui se font surprendre comme des bleus. Donc il y a toujours une différenciation entre la réponse et la réalité du danger. On a toujours finalement un coup d'avance chez Spartacus. Et il faut attendre l'apparition d'un homme finalement qui apparaît comme le méchant dans les livres, dans les films sur Spartacus, c'est Crassus. Crassus, c'est l'anti-Spartacus du point de vue du mythe. Si Spartacus est un révolutionnaire, lui, c'est un affreux capitaliste. Il aime beaucoup l'argent. C'est un businessman. Il a fait fortune, on le dirait, dans l'immobilier. Il y a peut-être la moitié du foncier de Rome qui lui appartient. Il est richissime. Il lui manque finalement une grande victoire militaire pour avoir un grand avenir politique. Il a un grand adversaire politique à ce moment-là, c'est Pompée, qui lui est riche de ses victoires militaires. Donc lui, alors que personne ne veut y aller, parce que tout le monde commence à s'inquiéter de ce nouvel Hannibal qui rôde autour de Rome, lui il dit, moi j'y vais, moi je lève une armée, une véritable armée, ce qui n'a pas été fait jusque-là. Enfin, Spartacus a trouvé un homme à sa mesure, si je puis dire, une réponse du répondant. Il a trouvé du répondant, il est dur, Crassus, il va réinstaurer une vieille technique, une vieille sanction de l'armée romaine républicaine, c'est la décimation, une cohorte à lâcher. Alors voilà, vous faites bien d'en parler parce que je l'ai évoqué tout à l'heure et j'allais oublier. C'est d'une grande dureté, ça. Il faut expliquer en 2 mots. C'est une dureté, mais c'est tout ce qu'il y a de plus réglementaire, c'est-à-dire que c'est très républicain dans le sens, une cohorte à lâcher devant l'adversaire, elle n'a pas voulu mourir devant l'adversaire, mais qu'à cela ne tienne, elle va mourir de la main de ses propres camarades. On en prend 1 sur 50. 1 sur 10. 1 sur 10, on décime, mais c'est pas toute l'armée, c'est-à-dire c'est une cohorte, 500 hommes, donc ça veut dire 50 hommes condamnés à mort, ça, voilà, oui. Mais une mort qui est terrible, c'est-à-dire que chacun va frapper d'un coup de bâton sur la victime, et donc ils vont être complètement disloqués et sous les yeux de tout le reste de la Légion. C'est extrêmement pédagogique comme méthode. Les autres, après, c'est-à-dire il vaut mieux mourir au combat que de mourir comme ça, parce qu'en plus, c'est une mort civique. Même si à imaginer qu'on s'en sorte, on est mort, on est privé de l'eau et du feu. Il y a une confrontation Crassus-Spartacus qui est un moment
moment extraordinaire. C'est le grand moment dramatique de l'histoire. C'est un moment dramatique. C'est vrai que c'est, comme on dit, c'est non è vero e ben trovato. Mais on peut si ce n'est vrai, c'est bien trouvé. Mais c'est, je pense, vrai puisque les sources sont tout à fait sur le même longueur d'onde, si on peut dire. C'est que Spartacus va jouer son va-tout. Il sait qu'il est en état d'infériorité pour la première fois parce que les Gaulois, encore une fois, ont fait sécession. Et il veut tuer Crassus. Il sait qu'à l'époque, de toute façon, les généraux romains combattent en première ligne. On peut le voir, on le voit sur son cheval. Il faut percer. Il a là son commando de choc avec les anciens gladiateurs. Ça, c'est jouable. Il tue même son cheval, lui, Spartacus. Ça veut dire, je brûle mes vaisseaux, je reviendrai pas. Il y a un côté sacrificiel. Il y a un côté aussi très malin. Si je suis pas sur mon cheval, qui va me reconnaître au milieu de mes hommes? Donc, je serai pas la cible de toutes les flèches et de tous les pilins. Donc, il va essayer de percer. Il va tuer 2 centurions, nous dit certaines sources. Il va être touché de flèches. Il n'arrivera pas à toucher Crassus. Lui sera tué et son corps va rester sur le champ de bataille. Et les 6000 prisonniers que les Romains ont fait seront donc crucifiés entre Capoue et Rome. Ça a dû être un spectacle épouvantable. Vous dites qu'on n'a pas monté évidemment 6000 croix. Ça semble difficile techniquement, mais bon, on a pris ce qu'il y avait sur place, les arbres, et on les a cloués sur ces croix improvisées, je pense en tout cas. Éric Tessier, Spartacus entre le mythe et l'histoire. Vous avez compris que c'est une remise des pendules à l'heure. C'est édité chez Perrin. Et puis je signale également la réédition de l'ouvrage référence de Jean-Paul Brisson également sur Spartacus qui sort en ce moment même. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec les experts européens, nous allons nous intéresser à tous ces Français qui partent travailler à l'étranger. Comment préparer son départ, comment s'adapter, comment faire la différence entre les illusions et la réalité, et puis surtout comment anticiper son retour. Nous avons les réponses avec les experts, on attend vos questions au 3921, c'est 34 centimes d'euros la minute. Merci Elena, j'ai sous les yeux une page du Figaro littéraire, alors c'est un pur hasard, mais sur la même demi-page, on parle de l'ouvrage d'Éric Tessier sur Spartacus et de celui de Thierry Laine sur la conspiration du général Mallet, sujet hilarant et tragique en même temps. Nous en parlerons-nous demain. 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 Nous en parlerons-nous demain.